C'est une nouvelle session d'information. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux 20h. L'actualité ce 7 mars 2016, c'est la rencontre entre le ministre Simon Compaoré et les associations Kogluego de la Nyanya. Simon Compaoré favorable au changement de leur dénomination Kogluego en initiative locale de sécurité. Demain, c'est le 8 mars, journée internationale de la femme. C'est vêtu du faso d'Anfani, pagne officiel de la célébration que la journée sera commémorée par les femmes. Les acteurs de la confection du pagne font le point. Et pour une autonomisation des réfugiés, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés veut les accompagner avec une assistance monétaire et professionnelle adéquate. Pour commencer, au lieu des Kogluego de la Sicile, c'est avec ceux de la Nyanya que le ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré, a échangé ce matin. À l'issue de ces concertations, le ministre Compaoré a reconnu qu'il serait impossible pour l'État central d'installer un commissariat de police ou des brigades de gendarmerie dans chaque localité. Il a aussi été formel, les Kogluego ne sont pas des policiers. Cheikh Omar Bondogo, reportage. 1 heure de temps pour recadrer les choses avec les Kogluego. Prévus être les Kogluego de la Sicile, ce sont finalement ceux de la Nyanya qui se sont entretenus ce lundi matin avec le ministre Simon Compaoré. 1 heure de huis clos en présence du chef d'état-major de la gendarmerie et le procureur du Faso près le tribunal de grande instance. Puis après, la presse est invitée. Comme entrée, des documents administratifs établis à Wayugia par le haut commissaire d'alors qui délivrait un récépissé à l'association dénommée Association Kogluego du département de Namisgma. Aujourd'hui, Simon Compaoré préfère employer une autre dénomination pour désigner ces associations, les initiatives locales de sécurité, les assimilant ainsi au DOZO. C'est selon lui la montée actuelle de l'insécurité qui a exacerbé le phénomène. Et pour cela, il affirme l'incapacité de l'État à garantir la sécurité des populations. On ne peut pas penser un seul instant qu'il est possible et loisible à l'État central de placer ou d'installer soit des commissariats de police ou des brigades de gendarmerie dans chaque localité. Ce n'est pas possible. Même s'il loue l'initiative, une mise au point se voulait nécessaire. Que les Kogluego ne sont ni des policiers, ni des gendarmes, encore moins des juges. La Nyanya, zone déclarée rouge pour son insécurité, dispose depuis le 22 février dernier de Kogluego. Ils ont été installés par ceux de Boussé et en l'espace de 2 semaines d'activité, voici les résultats. Nous avons pu arrêter 75 coupeurs de route, y compris le voleur des animaux. Le moto qu'ils ont retiré, on a pu avoir 34. Dans les jours à venir, le ministre en charge de la sécurité intérieure entend effectuer des sorties sur le terrain pour rencontrer les différentes structures devenues incontournables pour son département, des structures qui se veulent coopératrices. Demain 8 mars 2016, le monde célèbre la 159e journée internationale de la femme. Au Burkina Faso, cette campagne Faso d'Anfani que beaucoup de femmes seront vêtues demain. Des coopératives de tisseuses et les imprimeurs reconnaissent avoir pu écouler leurs marchandises et faire de bonnes affaires. Un sentiment qui est loin d'être partagé par certains couturiers. Le constat est de Samba Kassile Traoré. Les coopératives de tisseuses et les sérigraphes se disent satisfaits de l'engouement qui a eu lieu autour des pagnes Faso d'Anfani, spécial 8 mars. Pagne officielle de la commémoration des festivités de la Journée internationale de la femme. Pour ces derniers, les pagnes Faso d'Anfani spécial 8 mars ont réellement été achetés. À l'heure actuelle, nous exprimons notre fierté parce que nous avons pu honorer tous ceux qui sont venus vers nous pour demander le pagne. Que ce soit en quantité, en grande quantité ou bien en moindre quantité, nous avons pu honorer à l'heure où nous sommes actuellement. Bon, nous sommes en quelque sorte des imprimeurs. Nous imprimons nos logos sur les t-shirts et les pagnes. Depuis pratiquement 1 mois, nous n'avons pas eu assez de temps. Parce que nous recevons tous les jours des pagnes que nous imprimons.
Il n'en est pas autant pour les couturiers qui affirment que la plupart des clients ont cousu les habits à crédit, utilisant comme prétexte la cherté des pagnes face aux Damfani. Bon, c'est pas comme dans les années passées. Les gens n'ont pas trop payé comme ça. Les préparatifs, ça se déroule bien. Bon, on trouve que cette année, on a eu, mais c'était pas comme les années passées. Les gens trouvent que le prix de 8 mars, là, c'est montant. Là, il y a le pain et puis le tissu et puis le Damfani. Bon, on a eu, mais c'était pas comme les années passées. Mais on essaie de faire de le mieux pour faire ce qu'on a eu. Néanmoins, tous saluent la décision du gouvernement d'avoir fait du pagne traditionnel face au Damfani, le pagne officiel de la Journée internationale de la femme au Burkina Faso. Entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives, c'est le thème du 8 mars 2016. Afin de contribuer au développement de ces femmes, le ministre en charge de l'agriculture a procédé cet après-midi à une remise de matériel agricole. C'était en présence de Paulin Yameogo. La 159e journée internationale de la femme se tient cette année sous le thème « Entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives ». Et c'est dans ce cadre que le ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a décidé de magnifier la femme burkinabé en remettant du matériel d'agriculture. Des équipements agricoles d'une valeur de plus de 9 millions de francs CFA. Pour le ministre en charge de l'agriculture et coparrain de cette 159e journée de la femme, ce dont se veut un appui à l'engagement de la femme dans l'entrepreneuriat agricole. Quand les femmes s'engagent dans l'entrepreneuriat agricole, on ne peut pas rester insensible à cet engagement-là. C'est pour cela que ce soir, nous avons profité de la fête nationale, de la fête internationale de la femme que nous célébrons demain et nous approcher du ministre de la femme qui nous a fait honneur d'être un coparrain de cette grande cérémonie. Et c'est pour cela que nous sommes solidaires à l'action gouvernementale. Pour la représentante des récipiendaires, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Solidarité nationale, ces dons entrent en droite ligne des mesures prises par le gouvernement pour réduire les difficultés rencontrées par les femmes dans la pratique de leurs activités. Je crois que c'est dans ce sens que pour corriger et arriver à apporter une réponse à cette difficulté, le gouvernement a prévu l'octroi de 25 à 30% des terres nouvellement aménagées aux femmes. Et nous avons aussi des difficultés qu'elles rencontrent dans le domaine du financement de leurs activités. Les femmes sont dans tous les domaines d'activité et à tous ces niveaux, le problème du financement de leurs activités est toujours ressorti. Il faut noter que ce don vient consolider la vision du président Kaboré de voir la femme burkinabé s'impliquer davantage dans l'activité agricole. Et c'est soucieux du bien-être des femmes, en ce jour qui leur est décerné, que la Jeune Chambre internationale a organisé une campagne d'information et de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Prévu jusqu'au 9 mars, ce sont plusieurs femmes qui ont été sensibilisées et dépistées aujourd'hui. Gaël Rodrigue, reportage. Le cancer du col de l'utérus fait beaucoup de ravages à travers le monde. Il est la première cause de mortalité des femmes au Burkina Faso. Et à l'occasion de la Journée internationale de la femme, il était plus que nécessaire de sensibiliser les femmes et les jeunes filles sur les cancers du sein et du col de l'utérus. On a décidé de mettre l'accent sur la santé de cette couche défavorisée de la population, apporter ce que les femmes n'ont pas comme information en matière de cancer de sein, de cancer du col de l'utérus et les dépister afin qu'elles puissent afin qu'elles puissent préserver leur santé, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un dépistage précoce permet de sauver des vies. Et pour sauver leur vie, elles sont sorties nombreuses à cette séance de dépistage afin d'avoir une idée sur leur statut. Je suis là ce matin pour avoir plus d'informations sur les cancers féminins, parce que c'est des maladies qui ne sont pas connues en général. Donc c'est pour plus m'informer, parce que l'information ne circule pas. Beaucoup de femmes n'ont pas cette information. Ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas qu'ils peuvent vraiment dépister ça à temps et se faire traiter. Mais en quoi consiste le dépistage du col de l'utérus? Un examen de la femme
qu'on fait avec habituellement un petit appareil que nous appelons le spéculum qui permet de visualiser le col de l'utérus. Et si on voit le col de l'utérus, nous avons deux solutions qu'on applique sur ce col de l'utérus. On regarde d'abord, quand on a posé l'appareil, on regarde simplement le col de l'utérus. La couleur normale là, est plutôt rose et on ne voit pas de lésions, on ne voit pas de rougeurs. On regarde tout ça. Et quand on a regardé tout ça et qu'il n'y a pas de problème, on applique une solution à base de vinaigre. Et quand il y a des lésions précancéreuses, ça donne une coloration un peu blanchâtre. 500 femmes sont attendues au cours de cette campagne qui va du 7 au 9 mars 2016. Elle est initiée par la jeune chambre internationale Wara Golden. Poursuivons ce journal avec d'autres informations. Aider les réfugiés à être autonomes et favoriser leur insertion socio-professionnelle dans leur pays d'accueil. C'est le but recherché par l'atelier de planification stratégique 2017-2018 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les travaux ont débuté ce matin en présence de Viviane Bama. Définir les grandes lignes des projets pour les années à venir, voici l'objectif de cet atelier de planification stratégique 2017-2018 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Dans ce plan stratégique pour les 2 ans à venir, le Haut Commissariat envisage à travers le Cash-Based Intervention mettre en pratique une assistance monétaire et des sessions de formation professionnelle dans l'optique de leur autonomisation. C'est d'abord l'autonomisation, c'est-à-dire leur apprendre progressivement à se prendre en charge eux-mêmes. Donc ça, c'est une des visions que nous avons. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faut les former. Nous pensons aux formations professionnelles. Nous allons également renforcer leurs capacités parce que parmi des réfugiés, il y a des gens qui sont éduqués, il y a des gens qui ont des activités artistiques et il faut développer tous ces moyens qu'ils ont, trouver des marchés aussi pour la vente de leurs produits. Et donc tout ça fait partie de la vision que nous avons. Fortement impliqué dans la prise en charge des réfugiés vivant sur son territoire, l'État burkinabé consent des efforts avec l'aide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour leur meilleur traitement. Mais des efforts qui restent tout de même insuffisants. Nous les accueillons à bras ouverts avec beaucoup de cœur, beaucoup de solidarité, mais la seule solidarité et le cœur ne suffisent pas dans ce genre de situation. Il faut des moyens très importants et ces moyens-là nous sont apportés particulièrement par le Haut Commissariat pour les réfugiés. L'État burkinabé fait beaucoup, mais c'est encore insuffisant au vu de ce qu'il faut pour que ces réfugiés-là se sentent véritablement chez eux. Le Burkina Faso compte en tout sur son territoire plus de 33 844 réfugiés, majoritairement maliens dont certains sont à leur 5e année d'exil. La validation du plan stratégique 2017-2018 devra permettre une amélioration de leur bien-être familial en attendant leur retour au pays. Les acteurs du système éducatif diagnostiquent l'ensemble du secteur de l'éducation nationale. Après 2 ans d'études, le rapport sur l'état du système éducatif a été finalisé ce 7 mars. Des acquis ont été enregistrés, mais de nombreux défis ont été révélés par les travaux. Plus de précision avec Ibrahim Zongo. Bientôt, de nouvelles données statistiques sur l'état du système éducatif au Burkina Faso. Après 2 ans de collecte des données dans les 45 provinces du pays, les acteurs du système éducatif se sont réunis ce lundi 7 mars 2016 à Ouagadougou pour finaliser le rapport sur l'état du système éducatif national RESEN. C'est un rapport qui fait le diagnostic du système éducatif sur l'ensemble de ses composants, donc du préscolaire jusqu'à l'université, et dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire économiques, démographiques, du point de vue de la qualité, du point de vue des équités, des disparités, etc. D'ores et déjà, les données collectées montrent des acquis non négligeables, mais aussi et surtout 3 grands défis à relever. Il s'agit notamment de l'équité des chances des élèves, l'enseignement et la formation technique et professionnelle, celui universitaire et dans une certaine mesure, les moyens d'accompagnement de la gratuité de l'éducation. Nous avons beaucoup de progrès en termes d'accès pour le primaire et un peu aussi pour le post-primaire. Là où les défis restent très importants, c'est d'abord
les défis d'équité. Vous avez suivi tout à l'heure. Les enfants des plus riches accèdent 3 fois plus à nos systèmes éducatifs que les enfants les plus pauvres. Et les enfants des plus pauvres, après le primaire, ils sont presque absents dans les autres niveaux d'enseignement. Cet atelier se veut donc une aubaine de réorientation du système éducatif burkinabé. Cela va nous aider à réorienter les politiques éducatives, à réexaminer également comment nous allions nos ressources et à quel niveau. Les travaux de cet atelier sont assurés par la DGSS du ministère de l'Éducation nationale et le pôle de Dakar en vue de renouveler le RESEN du Burkina Faso, déjà vieux de 8 ans. Autre information, la Suisse réaffirme son partenariat avec le Burkina Faso. Cette volonté de partenariat a été exposée ce matin au président du Faso au cours d'une audience avec le chef du département fédéral des affaires étrangères de Suisse. Ce pays compte maintenir et axer sa collaboration avec le Burkina sur la jeunesse, la formation professionnelle et la prévention de l'extrémisme violent. Le chef du département fédéral des affaires étrangères de Suisse s'exprime ici au micro d'Hassan Nakrou. J'aimerais aussi féliciter le Burkina Faso de la transition démocratique engagée avec courage et j'aimerais surtout réaffirmer ici la volonté de partenariat. Avec la Suisse, il y a pour le Burkina Faso un ami depuis longtemps. Le peuple suisse et les autorités suisses tiennent à confirmer l'amitié et le partenariat que nous ressentons à l'égard du peuple burkinabé et du futur de ce pays. Nous avons par le passé eu un partenariat très étroit en matière de développement dans l'éducation, dans la démocratisation également, dans la question de la décentralisation, de la gouvernance, aussi dans le développement rural. Nous souhaitons maintenir ces partenariats et notamment développer en particulier les actions liés à la jeunesse, on pense à la formation professionnelle, mais aussi à la prévention de l'extrémisme violent. Et puis faire en sorte que, de manière générale, l'éducation se développe tout en tenant compte des réalités de la possibilité de travailler par la suite. Nous avons pu également faire le point avec le ministre des Affaires étrangères et avec le président sur les relations que nous avons où nous pourrions augmenter encore le partenariat. Je pense par exemple aux différents dossiers relatifs aux droits de l'homme dans les industries extractives et tout spécialement dans la question de l'or. Et je pense également aux collaborations dans les questions multilatérales avec le soutien mutuel que nous pouvons nous donner, que ce soit pour des candidatures ou que ce soit pour des initiatives en vue d'améliorer la situation générale de notre monde. Et le prochain plan de coopération au développement et aussi de coopération économique au développement concerne les années 2017 à 2020. Le gouvernement suisse a déjà décidé le cadre de ce programme et c'est au Parlement suisse maintenant de l'accepter. Il est également question de sport dans ce journal. Issa Koulibaly remplace Oscar Barreau au poste d'entraîneur du Racing Club de Bobo Dioulasso, RCB. Le nouveau coach a été présenté hier aux médias dans la cité de Sia. Sa principale mission, conduire le club à bon port de victoire en victoire. Josias Dabiré, reportage. Nous vous remettons le symbole du RCB et pour que vous puissiez tracer le territoire du RCB, que personne ne rentre dans le territoire du RCB. Après la démission de l'entraîneur du Racing Club de Bobo RCB, Oscar Barreau, à la suite de l'élimination de l'équipe de la Ligue africaine des champions, le club s'est trouvé un autre sélectionneur. Il a été officiellement présenté à la presse le dimanche 6 mars 2016 à Bobo Dioulasso. Après plusieurs consultations, donc le choix du comité directeur s'est porté sur la personne de M. Koulibaly Issa Kolon, ici présent. De nationalité malienne, le nouveau sélectionneur a pour tâche principale de conduire le RCB à bon port par rapport à nos objectifs que nous avons tracés.
Celui-ci, après avoir remercié les dirigeants du RCB, dit avoir mesuré le travail qui l'attend. La tâche qui m'attend, et je vais m'investir pleinement pour réussir la mission que le comité directeur du RCB m'a confiée. Et au président de demander les supporters du RCB à lui faire confiance, facteur important pour la réussite de sa mission. Les journalistes qui n'ont pas marchandé sur les questions ont creusé davantage pour savoir. RCB, allons-nous voir dans les semaines à venir une équipe technique, une équipe physique, une équipe offensive ou défensive? Quel type de formation vous allez monter pour suivre ce championnat? Et au coach de répondre. Football offensif, football défensif, je crois que tout s'allie quand même pour pouvoir donner un bon résultat. Moi, je pense bien que le football, c'est un spectacle. Colon Issa Koulibaly, faut-il le signaler, a une maîtrise en éducation physique et sportive, spécialisation football à l'INS. Il a une longue expérience à la matière depuis la Côte d'Ivoire en passant par le Mali. Restons toujours à Bobo-Dioulasso où 10 millions de francs CFA, c'est la somme débloquée par la commune de cette ville en appui pour la bonne tenue de la 18e édition de la Semaine nationale de la culture. La remise symbolique du chèque a eu lieu jeudi dernier, un soutien qui réjouit plus d'un acteur culturel. Selon le président de la délégation spéciale de Bobo-Dioulasso, Jérémy Kouka Ouetraogo, l'initiative d'accompagner la SNC est due au fait que la culture est un levier à actionner pour insuffler le développement économique. Et c'est dans le calme que les Béninois ont voté hier pour élire le nouveau président. Ce lundi, les dépouillements se poursuivaient dans certains bureaux de vote. Aucun résultat officiel n'a été communiqué pour le moment. Toutefois, certains médias béninois se livrent déjà aux spéculations. Joël Zoundi nous en dit plus. Ce dimanche 6 mars 2016, quelques 4,7 millions d'électeurs béninois se sont rendus aux urnes pour élire le successeur de Thomas Yahi Boni. Globalement, mis à part quelques couacs, le scrutin s'est bien déroulé, note le quotidien béninois La Nouvelle Tribune, sans violence. Alors que les retards d'édition ou de distribution des cartes électorales laissaient craindre que plusieurs centaines de milliers de citoyens soient privés de leurs droits civiques, la Commission électorale nationale autonome Sénat avait décidé le samedi 5 mars 2016 d'autoriser l'utilisation de l'ancienne et de la nouvelle carte dans les 10 départements problématiques, ce qui avait apaisé les esprits. Les premiers résultats sont attendus 48 à 72 heures après le scrutin, soit mardi ou mercredi au plus tard. Mais déjà, la guerre des chiffres a débuté sur les réseaux sociaux. D'après le quotidien Notre Voix, c'est le candidat de l'Alliance républicaine, Lionel Zinsou, qui arrive largement en tête. Une tendance semble en tout cas se confirmer. La bataille entre 5 des 33 candidats. Le franco-béninois Lionel Zinsou, actuellement Premier ministre, le maire du coton Patrick Talon, l'un des plus puissants hommes d'affaires béninois, Sébastien Germain Ajavon, qui a fait fortune dans l'agroalimentaire, l'ex-premier ministre de Yahi Boni et cadre de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, Pascal Mankandou Koupagui et l'ex-ministre des Finances et candidat malheureux de la dernière élection présidentielle, Abdoulaye Bio-Tchane, ABT. Information hors du Burkina Faso. Après plus de 2 semaines de suspension, le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris ce matin devant la CPI. Cette nouvelle semaine est consacrée à l'audition du 5e témoin sur les 138 prévus par l'accusation. Ce 5e témoin n'a pas nié ce matin sa fidélité à Laurent Gbagbo ni au FPI. Et la question migratoire est à nouveau débattue ce lundi à Bruxelles. 28 chefs d'État et de gouvernement du continent se réunissent avec les représentants de la Turquie. Les pays d'Europe comptent sur la coopération d'Ankara, la Turquie pour réduire l'arrivée des migrants en Grèce. Et parmi les pistes explorées, il y a l'éventualité de la fermeture de la route des Balkans, une piste empruntée par les réfugiés venus du Moyen-Orient, un voyage de plus en plus périlleux et difficile.
Une caserne militaire située dans le sud-est de la Tunisie, non loin de la frontière libyenne, a été attaquée ce matin. Le bilan provisoire fait cas d'au moins 28 djihadistes tués, 10 membres des forces de l'ordre et 7 civils tunisiens tués. Selon les témoins, les affrontements ont débuté après une attaque contre un poste de la garde nationale et une autre contre une caserne militaire. Le président tunisien Béjid Caïd Essebsi a condamné l'attaque djihadiste qu'il a qualifiée d'être sans précédent et coordonnée. Et c'est cette information qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de nos programmes.